c'est parti. C'est parti, les gars. Putain. On l'aime comme il est, Frédéric Becbédé. Il nous fait un barrage contre l'Atlantique. Vous êtes Duras un petit peu là. Ah, merci. Hein, Duras Merci. cuir, hein. C'est surtout que... on commence en force. C'est surtout... Bon, je lui ai volé ce titre parce que je trouve symboliquement, c'est très beau cette idée que l'être humain peut quand même avoir un orgueil face aux éléments naturels. Alors on voit à la couverture, hein, on voit une table comme ça, Oui. face à cet À océan. l'immensité. L'immensité. Ça vous inspirait ce tableau, hein. C'est ça, moi je me suis dit que j'avais envie d'être là, c'était le bureau idéal de l'écrivain. Et en fait, je croyais que c'était un tableau fictif, mais c'est un endroit que je connaissais. J'ai vu ce tableau, je l'ai acheté, pas très cher, puis après, me suis retrouvé assis dans ce fauteuil, peu de temps après. En regardant ce tableau, vous regardez la mer, Ouais. vous imaginez quelqu'un qui peut peut-être empêcher la mer de monter, Oui. de tout envahir. Oui. Le Cap Ferret, par exemple. Oui, bien sûr. Le Cap Ferret, ce qui me fascine dans ce lieu, c'est qu'il devrait être sous l'eau. Et grâce à l'action d'un homme, Benoît Barterotte, cet endroit existe encore. Non, il ne devrait plus exister. Donc c'est un endroit très romanesque. Et lui est un personnage de roman. Vous imaginez, pour un romancier comme c'est génial, un endroit qui devrait être imaginaire, qui devrait être sous-marin. Oui, et alors donc vous partez comme ça, vous écrivez, c'est la suite de votre roman français, vous partez vers des petites phrases comme ça, des aphorismes, des psaumes, des trucs, jusqu'à la fin, où on va dire à la fin, donc ça redevient romanesque. Tout fusionne, voilà, il y a plusieurs façons d'écriture. Bah, je pense qu'il faut, tous les écrivains doivent se poser cette question de la forme, comment est-ce qu'on peut continuer à donner envie, et comment on peut continuer aussi à exprimer le chaos, non seulement du monde qui nous entoure, mais notre bordel intérieur. Oui. Les bordels, les phrases, les mots. Oui. Vous vous interrogez sur les blancs entre les lignes. Parce que dans l'esprit humain, c'est comme ça que ça se passe. C'est désorganisé. Par exemple, là, je vous vois, je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'il faut que je pense à lui parler de ceci, de cela? Et en même temps, je me souviens des autres émissions qu'on a fait ensemble, celles où je faisais comme ça. Et puis, donc, on est constamment assailli de différentes pensées. J'ai essayé de les retranscrire sur le papier, au début de manière désorganisée, puis progressivement, en fait, j'espère qu'il y a un engrenage qui se met en place. Ça crée une histoire. C'est j'allais dire, l'histoire de votre époque, du monde aussi. Oui, puis... des souvenirs qui sont aussi les nôtres, en partie. La question fondamentale de ce livre, mais de tous les livres ambitieux comme le mien, c'est que restera-t-il de nos vies? Qu'est-ce qui surnage d'une existence humaine? Des souvenirs, de la nostalgie, des traumatismes, des amours, des divorces, des enfants, des parents, la nature, un paysage. Oui. Tout ça, j'ai essayé de le saupoudrer, de le disséminer et que ça finisse par fusionner pour aller vers la phrase la plus importante du livre, qui est la dernière. Oui, alors vous dites au fond, je suis un genre de complotiste, vous commencez d'ailleurs le livre avec ça, mais au fond pour dire, le monde n'est pas celui qu'il devrait être. Aujourd'hui, je crois que l'homme ayant bousillé la planète, ayant déréglé le climat, la planète s'est aperçue que l'homme était son ennemi. Et donc nous sommes dans une situation assez bizarre. C'est là où je dis que je suis complotiste, parce que je pense que la planète conspire contre l'homme. Voilà, elle a compris qu'elle avait un ennemi et que maintenant elle allait se venger de lui. On lui a fait du mal, elle se venge. Donc c'est là où je suis très paranoïaque, très collapsologue, si vous voulez. Mais en même temps, comme je suis père de famille, je suis obligé de trouver un espoir. Oui, mais vous dites au fond, une société qui interdit de s'embrasser, de se serrer la main, ne mérite pas d'exister, ne mérite plus d'exister. J'ai écrit ce livre dans une situation qui est encore un petit peu la nôtre, d'une société sans société. Une société qui refuse le social, où on était condamné à la solitude. C'était apocalyptique quand même ce qui s'est passé. Et on n'a pas encore digéré tout à fait ce qu'on a vécu. Ça n'était jamais arrivé de fermer tous les lieux de socialisation comme ça. Oui. Dans le monde entier, une vie, un monde à l'arrêt. Et donc là, au milieu de ça, y a un narrateur, moi, qui se balade sur une plage et qui se demande comment on en est arrivé là. Oui, oui, et qui se rappelle de souvenirs, qui se rappelle d'un autre temps où, par exemple, il y avait des slows dans les boîtes.
Ah, vous avez un ça passage vous a là-dessus. plu, ça vous a J'adore. plu. Oui, parce vous que pouvez aller justement- voir des filles qu'on ne connaissait pas. Oui, et être serré contre Ouais. quelqu'un, contre une inconnue pendant 3 minutes, 4 Oui, minutes. oui. Quelle Pendant- merveille. oui, c'est 6 minutes 45 ou un truc comme ça, de ce morceau-là, par exemple, dont vous Ça, parlez. c'est quoi Écoutez, on l'entend pas bien là, plus fort. Voilà. Ah, Procolarum. Ouais, ça. Mais c'est sublime. Et en Ouais. fait, comme on était contre quelqu'un pendant la durée de la chanson, et que la musique est tellement... les slows, c'est quelque chose de déchirant, on en tombait amoureux, en fait. On pouvait tomber amoureux plusieurs fois Oui. en, Mais vous en dites, une heure. C'était pas du viol. Non, mais c'était d'aujourd'hui. quand même quelque chose Oui. d'étrange, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, et on le serre contre soi. C'est vraiment l'antithèse de la distanciation actuelle, quoi. Oui. On est là à voir ce cadeau merveilleux. Et alors, quand il y avait le quart d'heure américain, c'était encore mieux parce qu'on était invité par une femme. On était assis là comme un con et tout d'un coup, une inconnue vous prend par la main et vous serre et vous êtes contre elle pendant 3 minutes 30. Oui. Mais c'est le paradis. C'était le Vous paradis. nous racontez le monde, il y avait des VHS, Ah, où il y avait le Picsou monde d'avant. Poche Oui, qui oui. sortait, où il y avait, je sais pas, il y avait des seins nus de Colaro dans le Coco Boy à Oui. 19h45 à la télévision publique. Oui, dans mon enfance, il y avait des nichons partout. Il y avait des seins dans les rues, sur les affiches, sur les plages, chez mon père. Il y avait des seins sur les tables basses et aussi à la télévision en access prime time. Oui. C'est dément, c'est génial. En même temps, c'était peut-être étrange aussi pour un enfant de voir de la nudité partout. On était à la fois fasciné et un petit peu mal à l'aise. Oui, il y avait des codes pour les rencontres amoureuses. Alors ça, on peut peut-être pas le dire à cette heure-ci sur l'antenne. Oh, mais non, Entre mais c'est... copains, vous vous donniez des notes. Oui, en fait, Ouais. c'était des amis qui avaient créé ce code, mais en réalité, il est plagié sur les Américains. Les Américains, ils appellent embrasser une fille, c'est first base, plotter, c'est second base, et third base, c'est le rapport, faire l'amour, quoi. Oui, puis il y a encore Et donc des en niveaux France, bien on avait plus fait grands, mais nous, on c'était- avait fait 1, 2, 3, mais ça allait jusqu'à 12 ou 15 Oui, quand même. on Donc, il y dira avait- pas. Voilà. On dira pas à 12 Donc, ou 15 que ça donnait. on arrivait à des choses assez complexes. Oui, très complexe. Mais alors, vous racontez vos soirées dans Paris, vous racontez les pissotières, vous racontez un autre monde. Ah oui, un monde à la fois de danger et de liberté. Je pense qu'on acceptait que l'existence était risquée. Ouais. Et il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de tragédies à cause de ça, bien sûr. La libération sexuelle n'était pas que positive. Ouais, ouais. Moi-même, j'en ai souffert parce que le divorce de mes parents, c'était aussi, je veux dire, provoqué par ce changement de société. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire un livre qui soit pas que nostalgique, qui soit aussi un livre honnête avec certains cauchemars d'enfance. L'enfance, ce n'est pas un paradis perdu, je crois pas. C'est perdu, mais c'est pas toujours un paradis. Ouais. Il y a ce morceau-là, écoutez. Oh là là. Aphrodite Child, Écoutez ça. Infinity. Oui, alors ça, c'est la musique qui passait chez mon père. C'est-à-dire que moi, j'avais 8 ans et j'entendais ça et je demandais au mannequin qui était là chez mon père en veste Saint-Laurent, nu en dessous, et qu'est-ce que c'est que cette musique? Et la dame, est-ce qu'elle est contente ou elle n'est pas contente? Pourquoi elle crie, cette dame? Et ils étaient embarrassés, ils ne savaient pas trop comment m'expliquer ce qui se passait. Il y avait d'autres morceaux, il y avait Je t'aime moi non plus, avec Birkin et Ça, c'était Gainsbourg. Irène Papa, c'est Aphrodite Child. Irène Papa, c'est Aphrodite Child. Vous Il y avez avait, 45 ans à comprendre le sens de ce Oui, morceau. et aussi, oui, parce qu'en plus, c'est un truc sur l'apocalypse. Donc c'était un projet assez fou de Écoutez là, Vangelis. écoutez là. Ouais. Vous imaginez, vous êtes en pyjama, en robe de chambre et pantoufles, vous entendez ça chez vos parents et les gens, ça ne les dérange pas, ils trouvent ça normal, ils mangent des cacahuètes et des apéricubes Ouais. et en buvant du whisky dans des carafes en cristal. Non, mais je vous dis, en fait, vraiment pour moi, je pense qu'il y avait quelque chose de féerique et en même temps décadent dans mon enfance. J'essaie de le raconter depuis plusieurs romans, hein. Mais je pense, maintenant qu'on est complètement passé dans un autre monde, je regarde ça comme, par exemple, Patrick Modiano peut regarder les années 40. C'est-à-dire, c'est mon enfance. J'ai pas eu le choix. C'est de là que je viens. Oui, mais vous avez beaucoup de tendresse pour cette enfance-là. Et Oui. ce monde-là, au fond, qui n'existe plus quelque part.
Oui, alors, c'est pas forcément mal, je veux dire, c'est simplement que le monde change, le monde a complètement changé, oui, bien sûr. C'était un excès de liberté, et il fallait passer par là, sans doute. Il fallait passer par là, par certains débordements, pour ensuite trier ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Oui, devenir addict à la truffe ou vouloir traverser la maison du caviar à poil en courant avec Laura Smet. Alors ça, c'était plus tard. Non mais là, quand même. attendez, c'est dans le livre. Hein, Ça, c'est plus tard. Non, la c'est vrai fille que de Johnny, quand même. Vous racontez Oui, une c'est belle une- histoire c'est une d'amour, passion, ouais. mais dont vous vous dites, heureusement qu'on s'est quittés. Hein. C'était une phase. Oui, on s'est rencontrés à une époque. Moi, je venais de divorcer. Et puis, elle a eu une enfance très spéciale, quoi. Personne ne vivra jamais ce qu'elle a vécu. Donc, c'était assez... Je crois qu'avec 20 ans de distance, on peut maintenant regarder cette période avec tendresse aussi. Je trouve qu'il faut... Oui, enfin voilà, j'ai pas envie d'ajouter grand-chose Oui. parce que j'ai pesé chaque mot dans le livre et je trouve qu'il faut pas paraphraser ce travail. Je pourrais pas le dire verbalement Ouais. comme Et vous je le le dis dites de manière, dans le livre. je redis encore, tendre. C'est-à-dire Beaucoup que- de tendresse, y compris, alors il y a d'autres amours, il y a eu le Divine Sagné, il y a d'autres... Oh, ça, c'était des choses. une anecdote. Oui. Ouais, ouais, mais... Non, en fait, comment dire, les émissions de télévision et les interviews, paradoxalement, on ne peut pas être aussi sincère que par écrit. Je pense que c'est tout l'intérêt de la littérature, c'est de pouvoir dire des choses qu'on ne serait pas capable de dire ici. Ouais. C'est pour ça, je vois que vous essayez de me faire dire ce qu'il y a dans le livre, mais je serais incapable. Mais Et non, c'est mais pour ça que j'écris. il faut- J'écris Oui. parce que je suis incapable de vous répondre là. J'ai fait attention à être très délicat, avec beaucoup de tact et avec beaucoup de pudeur et tout. Et là, si je parle avec vous, je vais dire des choses que je regretterai ensuite. Oui, mais on trouve ce monde-là, c'est le monde des boîtes de nuit. Vous avez été le monde de la nuit, vous avez dit, Oui, je oui. me suis désembourgeoisé, aujourd'hui vous vivez dans le Pays Basque. Non, mais c'est-à-dire que Oui, ce qui oui. était marrant, c'est que bon, on a fermé donc en 2020, 2021 les boîtes de nuit, puis après il y a eu aussi les bars, les restaurants, les théâtres, les cinémas, tout ça. Et là, dans ce livre, je m'aperçois que quand il n'y a plus de discothèque, je deviens ornithologue. C'est-à-dire que je regarde les oiseaux, j'essaie de reconnaître les oiseaux, de reconnaître leurs cris. J'ai l'impression qu'ils viennent me voir, qu'ils ont un message. Ils ont un message à me faire passer. Et ce message, vous voulez savoir ce que c'est? Oui, C'est que Dieu existe. c'est vrai. C'est pour ça que, alors, vous l'avez dit dans une interview, je fais en sorte de ressembler de plus en plus à Jésus. Ah, mais alors, écoutez, Non, non, moi c'est je suis pas moi très qui ai dit flatté ça. de... Ce de sont vous des a- chanoines qui ont Je dit suis ça. très flatté de vous interviewer. Ah non, Frédéric. mais Non, j'espère bien. C'est J'espère rare bien, de toucher oui. à quelque chose Oui. aussi sacré Bien que sûr, vous. merci, Hein? mais je vous bénis. Je vous bénis. Non, mais je suis allé 3 jours et 3 nuits dans un monastère augustinien à la Grâce. Et là, les chanoines m'ont dit que je ressemblais au patron. Alors j'étais très content, avec mes cheveux et ma barbe. Oui, J'étais flatté d'être le chef. oui. Donc vous vous installez, vous regardez la mer. Et là, d'un coup... Ben, moi, Oui. ce qui est bizarre Comme- dans ce livre, c'est que c'est une situation d'enfermement, de confinement, mais dans un endroit ouvert. Et donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais en même temps, je me sentais quand même enfermé et avec personne autour. Donc je me suis mis à me souvenir, j'avais pas le choix. Quand il y a plus de présent et assez peu d'avenir, on se tourne vers quoi? Le passé. Et donc, les années 60, 70, 80, 90, tout ça est revenu par bribes, par fragments comme des vagues sur le sable. Oui. Et là, il y en a même qu'on dit, ah ben tiens, c'est comme un psaume. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des envolées, comme ça, des Oui, oui, phrases. je pense. des mots. J'aime les contrastes. Alors, il y a parfois des séquences comiques et puis parfois plus tragiques, mélancoliques, des souvenirs heureux, des souvenirs malheureux. Je vous dis, tout ce qui affleure d'une existence, j'ai essayé de le rendre prisonnier d'un livre. Ouais. Et que ça avance comme ça, par petites touches, comme impressionniste, si vous voulez. Et qu'à la fin, il y ait un vrai tableau. Ouais. J'adore, vous décrivez les costumes, les playboys bronzés en chemise vert pistache à col pointu et manches relevées. Ah oui, ça c'est le restaurant chez qui Guy. tapaient sur les verres avec leurs fourchettes en chantant « Oh lélé, oh là là Ça, c'était ». On a le monde, Bah, le monde de la ouais, vie, là. Hein. J'avais un beau-père qui nous emmenait dans un restaurant brésilien à Paris qui s'appelait Chez Guy, qui n'existe plus. Et j'avais l'impression d'être le seul adulte
tout le monde était debout sur les tables, il y avait un orchestre extraordinaire, des femmes, encore une fois, très peu vêtues. Et donc, je me disais, ce sont eux les enfants et c'est moi l'adulte. Et puis, bon, voilà, c'est des souvenirs magnifiquement inquiétants. Ouais. Et j'espère que ce livre, il est comme ça. Il y a pas eu beaucoup de livres sur cette génération, la mienne. J'ai beaucoup aimé ce qu'a écrit Christophe Tizon, aussi Eva Ionesco et récemment Virginie Linhart sur cette période-là, sur des parents qui se libèrent un peu trop. Et j'ai essayé aussi de donner ma version, quoi. Ouais. Vous dites à un moment donné, il n'y avait plus rien. C'est peut-être le gouffre ou le risque de se perdre. Oui, et ce qui est étrange, c'est qu'au lieu de réagir et d'avoir une vie opposée à la leur, j'ai reproduit complètement le schéma parental. J'ai voulu moi aussi sortir et être le plus libre possible, sans m'apercevoir qu'en fait je faisais la même chose qu'eux et que si c'était peut-être pas ça la solution. Aujourd'hui, mon métier, c'est ramasseur de Playmobil. Vous dites un moment. Ah oui, ça c'est vrai. C'est un métier à plein temps, ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai des Lego aussi, toutes sortes d'objets, de petites figurines en plastique qui font très mal aux pieds. Oui. Et je crois que au départ, la paternité consiste à ramasser des Playmobil. On peut se sentir agacé par ça. En réalité, c'est ça le bonheur. Et il faut remercier pour la chance qu'on a de pouvoir ramasser des Playmobil dans le sable ou dans son salon. Oui. Vous vous dites, au fond, à travers ce livre, le bonheur, il est où le bonheur? Je ne sais pas si je savais. C'est ça. Mais disons que pendant longtemps, j'ai écrit que le bonheur n'existait pas, qu'il était impossible ou qu'il était conditionné par la publicité, que c'était une escroquerie. Aujourd'hui, je m'aperçois quand même qu'il y a des endroits où je me sens mieux que d'autres et qu'il y a des gens avec qui je suis plus heureux qu'avec d'autres. Et c'est au fond le sens de la vie, c'est d'essayer de savoir les endroits et les gens avec qui ça va pas trop mal et puis essayer de pas les perdre et de rester dans ces endroits-là. Vous dites, j'ai fait mon outing d'homme heureux. Oui, parce vous n'avez pas voulu le dire jusque-là? C'était pas bien de dire qu'on pouvait être heureux ou être heureux? C'est une controverse actuelle. Ouais. Vous savez, Michel Houellebecq a déclaré dans Le Monde... Qui est le contraire de vous aujourd'hui. Oui, là, mais il a déclaré que c'est avec les bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Donc c'est une réponse à André Gide qui disait l'inverse. Et moi, je ne sais pas très bien dans quel camp je suis. Je crois que j'ai été effrayé longtemps par les bons sentiments et je croyais que le bonheur n'était pas littéraire. Et c'est vrai que si on écrit... Comment dire? Quelqu'un qui dit « je vais bien » tout le temps, c'est insupportable. Et je trouve que les feel-good books me débectent. Mais en même temps, on a besoin d'une lumière quand même au bout du tunnel. On ne peut pas toujours dire que la vie est impossible. On ne peut pas être nihiliste, notamment quand on s'est reproduit. Donc, je tempère mon nihilisme par un certain émerveillement. Oui, et beaucoup d'humour. Et j'espère. À un moment, alors je vous cite, hein, j'admire Emmanuel Macron d'avoir réussi à séduire sa prof, car j'ai eu le même désir à son âge, sans réussir à la souvenir. J'avais une prof extraordinaire, très très belle, et qui m'a enseigné Baudelaire. Et vraiment, tiens, je vais dire son nom, parce que comme ça, je ne sais pas si elle nous regarde écoute. la télé, c'est Bernadette Beuclair. Bernadette, merveilleuse, si vous nous écoutez. Et évidemment, oui, toute la classe était amoureux de Bernadette. Et personne n'a jamais réussi à séduire la prof. Donc, j'ai pour ça beaucoup de respect pour Emmanuel Macron. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est le fantasme de beaucoup d'étudiants, enfin de lycéens. Et quand quelqu'un y arrive, il faut le féliciter. Ouais, c'est merveilleux ce bouquin finalement. C'est vous, c'est peut-être votre bouquin le plus vrai. Le plus authentique. Mais je crois qu'en vieillissant, j'essaie de réduire la distance entre ce qu'il y a dans ma tête ou dans mon cœur et ce qu'il y a écrit sur la page blanche. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si on progresse en âge ou si parfois les meilleurs livres d'un écrivain sont au début, mais là, j'essaie de réduire cette distance, ça c'est vrai. Oui. Voilà. Qui est le moins de distance possible, que vraiment ce qu'il y a dans ce livre, ça soit vraiment moi. Je vous cite, c'est dans Le Point. Alors, il porte un nom, c'est Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui est un jeune écrivain très bon, qui dit à propos de vous, donc, condamnons-le à quelques années de prison ferme pour devenir soi-même. Tout écrivain a besoin d'être un peu bagnard.
Et oui, en fait, C'est vrai. C'est-à-dire qu'un roman français en 2009, c'était un livre où on m'a mis dans un placard pour comportement désordonné sur la voie publique. Et j'ai écrit un livre de souvenirs, voilà, en 2009. Et là, nous sommes 13 ans après, et on a enfermé tout un pays, et même toute une planète. Et moi, ça m'a conduit à me souvenir. Donc à chaque fois qu'on me met dans une situation de On vous réclusion, enferme. oui, Ah. tout d'un coup, je m'évade dans le passé, dans ce que Proust appelle l'édifice immense du souvenir. C'est féerique et c'est désastreux. Oui. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Encore une fois, il n'y avait plus de présent. Alors où aller? Mais ça ne veut pas dire que c'était mieux avant, je ne crois pas. Oui. Je crois que simplement c'était avant. Et ça a existé. Nous, on doit le raconter, c'est tout. C'est ça le boulot d'un romancier. J'ai encore une autre citation, c'est Marc Lambron de l'Académie française qui a écrit à propos de votre livre. C'est l'oraison côtière d'une honnêteté qui ne s'épargne pas. Ah, Propos de mais votre il livre. écrit Et bien. ça, c'est oui, il magnifique. écrit bien. Oui, oui, oui. L'oraison Oui. côtière Mais j'ai eu beaucoup d'une de chance. honnêteté qui ne s'épargne. Vous ne vous épargnez pas. Oui. Je crois qu'il faut surtout pas. Il faut pas. Non, non. Je suis pour l'autodénigrement maximal, parce que quand on a la prétention de parler de soi, si on n'a pas l'autodérision nécessaire, on bascule dans le nombrilisme ou le narcissisme, et ça devient illisible. Donc, pour éviter voilà, d'être insupportable, il faut vraiment beaucoup s'autoflageller. Oui. La confession poétique d'un écrivain qui regarde la mer grignoter le paysage. Mais oui, parce que il y a un aspect écologique aussi dans ce combat. Je veux dire que la mer va monter, on le sait, d'un mètre à 1,5 mètre en 2050, peut-être plus. Et donc on doit se défendre. Et vraiment, je crois qu'on ne réalise pas en France à quel point ce combat-là est urgent. Personne n'en parle. Tiens, d'ailleurs, interpellons les candidats à l'élection présidentielle. Je fais un peu comme Stromae, vous voyez. Vous annoncez, attendez, Frédéric, vous annoncez votre candidature, c'est ce que je suis en Non, train pas du de tout. voir, Non, non, là. non, mais je veux dire, pardon. aux candidats, Vous avez- qu'allez-vous faire pour défendre les rivages qui vont être submergés de manière inéluctable en France, 5800 km de côte, avec des montées de la mer, Oui. des La tempêtes, table, des là, va être cataclysmes. submergée, la table. va Ici, disparaître. à Paris, on est à peu près à l'abri. Et c'est pour ça, peut-être, que personne ne s'en occupe. Puisque le pouvoir, il est à Paris, ils s'en foutent complètement de savoir que des villes entières vont être sous l'eau. Et ça, je ne comprends pas, parce que les Belges le font, les Hollandais le font, à Singapour, ils le font, à New York, ils construisent des murs. Il n'y a qu'en France où on ne construit rien, on s'en fout. Le seul qui s'en occupe, c'est Benoît Barterotte, à la pointe du Cap Ferret. Ouais. Et c'est le sujet de mon roman. Mais voilà, oui. c'est la colère qui revient là. Mais je parle très sérieusement, c'est très grave. Un problème pareil, dont personne n'a rien à foutre, je trouve ça hallucinant. On s'occupe d'un virus chinois pendant 2 ans, on arrête tout, mais alors en revanche, le changement climatique, la montée de l'océan, alors là, on fait rien. Rien depuis 50 ans. Oui, ça vous rend furieux. Mais bien sûr, moi j'ai des enfants, je pense à eux. C'est débile. C'est exactement comme dans ce film Don't Look Up, quoi. On a beau expliquer ça depuis 1972, il n'y a pas de réaction. Alors il y a des réunions de chefs d'État, la COP 21, la COP 22, là c'était la COP 26, bientôt la COP 27, toujours rien. Ils se réunissent, ils se disent salut, il faudrait faire quelque chose, à la prochaine. Non mais c'est inadmissible. Oui. Alors qu'allez-vous faire? Frédéric, on a besoin de vous. Je vais dire simplement, au-delà de ça, dans la parabole poétique du livre, la mer qui monte, qui envahit tout, c'est aussi le temps qui passe, c'est Oui, aussi bien ce sûr. qui submerge le passé, Oui, qui ne oui. reviendra plus. Oui. C'est aussi regarder ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi de presque mythologique du mythe de Sisyphe dans ce combat. C'est un peu un combat perdu d'avance, mais qui est beau parce qu'il est absurde. Oui, on ne peut pas gagner contre le temps qui passe, mais on ne peut pas non plus gagner contre l'océan. Mais on peut essayer de survivre un moment, de rester là, de sauver notre territoire, de sauver notre beauté. L'existence humaine, elle est faite de combats vains et merveilleux. Ouais. Ah, comme j'aime, comme je hais la distanciation, je veux être serré. Mon idéal de confort, c'est la mêlée de rugby. Oui, C'est vrai. ça votre idéal. Oui, j'aime les gens et j'aime le contact physique. Et quand on me le supprime, je suis très malheureux. J'ai été très... Il y a des gens qui ont aimé ça. Moi, j'étais très déprimé.
Ouais. de plus pouvoir être avec les autres. Ouais. L'apocalypse. Et là, quand Ouais. je vois par exemple la police qui arrête une fête, il y a eu des raves avec des policiers qui cassaient les tables de mixage à coups de massue. On arrête les gens parce qu'ils dansent. Enfin, ça va pas, il y a un problème quand même. Et donc, ne considérons pas tout ça comme normal ou comme définitif. Ça ne devrait pas l'être. Qu'une surfeuse à Saint-Sébastien soit sortie de l'eau par 2 policiers en masque à gaz, juste parce qu'elle surfait. Donc il y a des images comme ça, moi, que je crois que je n'oublierai jamais. Merci. Frédéric Beigbeder, on va se quitter avec l'Apocalypse d'Aphrodite Child, hein, le morceau Infinity. Ça vous plaît, hein? Ah Ouais, oui, bravo. j'adore. Un Espèce de barrage. boomer. J'adorais mettre ça dans les booms, à la fin. Tout le monde s'arrêtait de danser, était surpris. On entendait Irène Papas hurler. Et c'est très bizarre. Il y avait aussi Love to Love You Baby, Ouais, Donna ouais. Summer. Oui, c'était personne plus- ne savait qu'il y avait Demis Roussos qui était derrière ce coup-là, Oui, parce qu'il oui. était parti du groupe. Ça s'appelle Un barrage contre l'Atlantique, votre nouveau roman qui est formidable, Frédéric Beigbeder, publié chez Grasset. Merci beaucoup. L'Apocalypse pour demain, non, rassurez-nous. L'apocalypse, c'est en ce moment. Ah oui. Oui, c'est en ce moment. Et c'est vraiment... Nous en sommes responsables, nous pouvons peut-être essayer d'en sortir, et nous devons nous protéger. Merci, Frédéric Beigbeder. Merci. Ah.